Bonsoir à tous. Très intimidé devant une salle comble, une nouvelle fois. C'est très impressionnant à chaque fois. Très heureux d'être là à Genève, le bout du lac. Et puis, on va passer un petit moment ensemble pour vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelque temps en arrière. Donc, cette conférence part d'un ressenti. Alors, ce ressenti, c'est pas le fait de marcher bizarrement ce soir. Je vais tout de suite vous le dire pourquoi je marche un peu bizarrement. Parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai eu un gros choc sur le dos et ma moelle épinière est assez rancunière. Donc j'entends déjà madame qui dit « Ah, ben, j'étais sûr qu'il avait picolé avant de monter sur scène. » Donc c'est pas ça, voilà. Comme ça, vous serez concentrés sur ce que je vais vous dire pendant cette petite heure qu'on va partager. Voilà. Alors ce constat, c'est quoi finalement ? C'est il y a à peu près, je vais dire quoi, 7 ans en arrière. Je venais d'avoir 50 ans. J'étais prof de cuisine à l'école hôtelière de Lausanne. Pardon, maître d'enseignement senior dans la grande école. Ça claque, hein ? Franchement, ça claque des bretelles. Vous êtes là, bon salaire, j'avais quoi ? J'avais 9 semaines de vacances par année. Je travaillais à 100% avec 27 heures réelles de contact avec les élèves. Ça va, hein ? La voie royale, quoi. Hein ? Et pourtant, j'étais pas à l'aise. Il y avait un truc qui tournait pas rond. Franchement, je vous le dis du fond du cœur. Je sais pas, j'avais l'impression que ma cuisine devenait insipide, que tout était terne, tout était moche. J'entends quelqu'un qui dit, voilà, encore un qui nous fait la crise de la cinquantaine. Et en plus, il a attendu 7 ans. Peut-être. C'est vrai que ça a été un sacré chambardement dans mes hormones gastronomiques. Un cataclysme dans ma compréhension de ma cuisine et certains malaises dans ma manière d'assaisonner mes plats. Un constat cinglant que mes plats étaient mal cuits ou incompris, et puis surtout un besoin viscéral de me séparer de mes collègues de travail. Pas évident, je peux vous dire. Au même moment, donc toujours il y a 7 ans en arrière, la RTS venait de sortir un téléfilm, peut-être certains parmi vous l'ont vu, qui s'appelle « Ma révolution silencieuse ». Un téléfilm extraordinaire. Je l'ai visionné à ce moment-là et puis ça a vraiment été le déclic là, qui est venu. C'est l'histoire, je vous le fais vite, le synopsis, c'est l'histoire de Cédric Chezot, agriculteur dans la région de Romain-Motier, et qui reprend l'exploitation agricole et qui se dit « mais il y a un truc qui ne joue pas ». Et moi, vous imaginez entendre ça ? Il arrête de faire de la vache allaitante, il vend ses vaches, et c'est un sacré truc quand même. Il se lance dans la biodynamie, on ne va pas parler de ça ce soir. Mais ce gars-là se sépare de ses animaux, sa femme se dit « mais il est complètement fou, mon mari est complètement fou ». Et à un moment dans le reportage, c'est très poignant, on voit les vaches qui montent dans un camion, qui partent. Et là, on voit le père de Cédric Chezot. Imaginez, il lui a transmis son exploitation agricole de père en fils, cette tradition qui est très ancrée. Cédric Chezot, qui finalement n'a peut-être pas choisi ça. On ne se rend pas compte le poids des générations. Et le père pleure. Il est presque en colère, il pleure de rage, il a le menton qui tremble. Et il dit, mais mon fils est complètement cinglé. Il est en train de dilapider tout ce que je lui ai laissé, tout cet héritage. Caché derrière une remorque, il y a le fils de Cédric Chezot, qui n'a encore qu'un enfant, et qui, lui, pleure à chaudes larmes. Pourquoi il pleure ? Parce qu'en fait, ce sont ses vaches et son futur qui sont en train d'être vendus. Ce qui m'a choqué le plus dans ce reportage, c'est quand Cédric Chezot dit « J'ai toujours été un bon élève. À l'école d'agriculture, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Mais à l'école d'agriculture, on ne m'a appris que des conneries. » Je répète ces mots. Je ne dis jamais de gros mots. Mais moi aussi, on ne m'a appris que des conneries. Moi aussi, j'ai tous les diplômes possibles, inimaginables dans mon domaine, en cuisine, en pédagogie. Moi aussi, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Mais moi aussi, on ne m'a dit que des conneries. Par exemple, on me disait, oui, il faut commander les aliments, disons peut-être les légumes, tiens, en grande quantité. Parce que quand on commande en grande quantité, les prix au kilo sont moins chers. Donc on va faire un petit peu de calcul mental, si vous êtes d'accord. C'est-à-dire que si j'avais besoin de 3,5 kg de tomates, eh bien j'en commandais 5. Parce que dès qu'on commande 5 kilos, c'est moins cher. Super. Oui, sauf que si j'ai besoin de 3,5 kg, il m'en restait 1,5 kg. Donc finalement, ces 3,5 kg, je les payais au prix de 5 kg. Vous suivez ? Ça rappelle la mémoire, ça rafraîchit un peu. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas perdu, t'es 1,5 kg, tu peux les mettre au réfrigérateur. Ah ouais, super.
Quelle bonne idée! Et quelle bonne invention ce réfrigérateur! Vous imaginez? C'est un outil incroyable, c'est un outil qui pour la première fois nous a permis de conserver plus longtemps nos aliments, donc quelque part de les respecter. 1855, 1854 ou 1855, foire industrielle de Munich, ce réfrigérateur arrive. Et c'est quand même fou de regarder maintenant. En fait, on n'a jamais autant gaspillé que depuis qu'on a un réfrigérateur. C'est dingue! Parce qu'avant l'invention du réfrigérateur, on ne jetait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je peux même vous dire que dans l'Antiquité, il y a un marchand d'épices qui se promenait sur cette route des épices avec son dromadaire, qui faisait des longs parcours comme ça et qui prenait du lait parce qu'on s'hydratait avec du lait. Ils avaient dû très certainement conserver ce lait, non pas dans des cornets en plastique, on n'en avait pas à l'époque, mais dans des outres faites en estomac de veau. Vous voyez où je veux en venir? Peut-être qu'avec cette température de 37 degrés sur un dromadaire, vous avez déjà vu un dromadaire, c'est la lambada là-dessus. Peut-être qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte que son lait devenait dur et qu'il se conservait plus longtemps. En fait, il venait d'inventer un yogourt sans s'en rendre compte. Il venait d'inventer la première étape de la fabrication du fromage. De là à dire qu'il a réfléchi et s'est dit au moins comme ça, les Valaisans, ils auront le fromage à raclette plus tard. Peut-être. Peut-être qu'à la même époque, dans la Perse antique, il y a un paysan perse qui, croulant sous les cornichons une année, s'est dit, mais au lieu de les jeter ou les mettre au compost, qui n'existe pas encore à mon époque, si je les mettais dans le vinaigre, comme ça, les Valaisans, avec la raclette, ce sera bon. Peut-être que, encore dans l'Antiquité, sous la dynastie Chang, peut-être qu'un montagnard chinois, voulant conserver sa viande, s'est dit, et si je la faisais sécher? Comme ça, les Valaisans plus tard ne m'accuseront pas de contrefaçon. C'est quoi ce truc? À la même époque, donc, je prends la décision de quitter la grande institution EHL et je pars travailler au bord du lac à Vevey, à l'alimentarium. Et là, ça a été la deuxième révélation, car j'ai fait la rencontre de ma vie, en tout cas une des grandes rencontres de ma vie. Une rencontre extraordinaire. J'ai même envie de vous dire, c'était le premier jour du reste de ma vie. C'est la rencontre d'Émile Collet. Émile Collet, c'est un jardinier potager professionnel. Il faut voir la tête, coiffé comme les Jackson 5, comme ça, avec une grosse signasse grise en bataille, une barbe de 3 jours, des mains calleuses, un regard bleu perçant, une voix rocailleuse. Je me suis dit, ce type est fou. Au début, j'étais dans ma cuisine, je regardais parce qu'on avait un jardin potager à l'alimentarium, j'y suis plus depuis. Pas à cause de lui, mais voilà. Et donc, je le voyais travailler dans son jardin. Vous savez que ce type qui paraissait être une brute épaisse, il parlait à ses légumes. Au début, je me suis dit, c'est de la bonne, il doit en prendre, je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis, je me suis un petit peu approché de lui. J'ai été voir, j'ai commencé à lui parler. Et vous imaginez pas, là, je vous parle de ça, j'ai la chair de poule, vous ne le voyez pas. Et ce gars-là a commencé à m'expliquer pourquoi il parlait à ses légumes, pourquoi il parlait à ses fruits. Il m'a fait faire des trucs dingues, ce gars-là. Il m'a fait m'agenouiller et faire ce geste symbolique de tirer une carotte du sol. Qui l'a fait, ça? C'est tellement rare, je ne l'avais jamais fait. Vous savez qu'il m'a même fait brouter des fans de carottes. Mais c'est bon, des fans de carottes. C'est incroyable. On peut faire des soupes extraordinaires, on peut faire des coulis, des chlorophylles, on peut faire tellement de choses. J'ai compris, grâce à lui, pourquoi les légumes oubliés avaient été oubliés. C'était incroyable. Un moment d'émotion, vous imaginez même pas. Et là, j'ai réalisé aussi un truc. J'habite dans la Broye. Ouais, je sais. Vous connaissez la Broye? On dit gentiment que c'est le pot de chambre du canton de Vaud, qu'on roule avec les phares allumés mais en plein jour à cause du brouillard. Ok, j'assume. Mais on a l'électricité quand même. On a la poste, on a une gendarmerie, on a des routes goudronnées. J'ai ma ferme. Donc, j'ai une petite ferme vaudoise, vous savez. J'ai acheté en 2005 et j'ai été très surpris de voir que mes légumes, alors je sais pas, peut-être je me fais des films à ce moment-là, ils commençaient à avoir aussi du goût. C'était tellement bon. Ils redevenaient appétissants. Et j'ai compris une chose de dingue. J'ai un verger, et dans ce verger, j'ai 5 pommiers. 5 pommiers de 5 essences différentes. Je me suis dit, les propriétaires d'avant,
C'était des psychopathes du pommier. Mais non, ils avaient tout compris, car chaque variété de pommier arrive à maturité à époques différentes. C'était de la conservation sur pied, ça. C'est dingue quand même quand on y pense. Vous savez qu'une année, je croulais sous les fruits. Franchement, c'était une année, là, c'est tous les 3 ans en général, les fruits par arbre. Une année, je croulais sous les pommes. Du coup, elles étaient toutes à maturité. C'était un truc de fou, je m'en sortais pas. J'arriverais pas à toutes les ramasser, à toutes les faire. Je fais à peu près 80 kilos de confiture par année, hein, rien que pour ma consommation personnelle. Non, je les offre. Quand je vais chez des gens, j'offre des confitures. Je vous dis ça si vous avez l'idée de m'inviter à manger à soir. Hein. Je viendrai avec mes confitures. Je fais des confitures inversées comme Nostradamus. Ah oui, parce que vous savez, j'aime l'histoire de la gastronomie aussi. Bref, déjà été où avec mes confitures? Je commence à me chauffer, là, ça commence à venir.